Donc je le disais, décryptage ce matin du dernier discours du roi Mohamed VI. Le souverain s'est longuement attardé sur le volet diplomatique lors de ce discours prononcé, je le rappelle, à l'occasion du 68e anniversaire de la révolution du roi et du peuple. Et sa prise de position est sans précédent. Le souverain a dénoncé, je cite, les attaques méthodiques contre le Maroc, des attaques, a-t-il dit, de la part de certains pays et d'organisations notoirement hostiles. Les ennemis de l'intégrité territoriale du royaume ne souhaitent pas que le Maroc demeure la nation libre, forte et influente qu'elle a toujours été, a dit le souverain. Alors si le roi ne s'est pas directement adressé à l'Algérie, comme lors du précédent discours à l'occasion de la fête du trône, l'allusion fut pour le moins appuyée. L'Algérie, pas clairement mentionnée, donc, mais les partenaires européens, si. Le souverain a ainsi parlé de certains pays européens comptant paradoxalement parmi les partenaires traditionnels du Maroc qui craignent pour leurs intérêts économiques, leur marché et leur sphère d'influence dans la région maghrébine. Certains de leurs dirigeants, a dit le souverain, ne saisissent pas encore que le problème ne réside pas dans les régimes des pays du Grand Maghreb, mais bien dans les leurs, toujours teintés d'un passéisme désespérément rétif aux évolutions du temps. Par ailleurs, le roi a également évoqué la question de la campagne de dénigrement à l'encontre des institutions sécuritaires de notre pays. Nous y reviendrons également ce matin. Mais après les reproches, les espoirs d'apaisement. Ainsi, le roi Mohamed VI a conclu son discours en s'adressant directement à la France et aussi l'Espagne et à leurs dirigeants. Le souverain a insisté sur les relations de partenariat et de solidarité qui lient le Maroc à ces deux pays. Alors avant d'ouvrir le débat, nous rappellerons, et je l'évoquais à l'instant, la réaction de Pedro Sanchez, plutôt positive à la suite de ce discours. Alors Rachid Hachachi, dans son discours, le souverain a évoqué les artisans du travail de SAP. De quels artisans il parle au juste? Est-ce qu'il parle de pays, d'ONG? Qui veut du mal au Maroc? Et que veulent-ils saper exactement? Il y a au moins 3 niveaux que l'on peut distinguer dans le discours par rapport aux artisans de SAP. Premièrement, il y a un chef d'État qui a été évoqué, Emmanuel Macron, qui a été évoqué positivement par le roi. Et Pedro Sanchez aussi. Mais en même temps, tout à fait. Mais en même temps, il a évoqué le fait que des États partenaires croiraient que leurs intérêts sont mis en danger par le Maroc dans la région. Et là encore, on parle de la France. Donc comment peut-on parler du chef de l'État de la France positivement tout en parlant indirectement de l'État français négativement? Ça s'explique logiquement par le fait que l'on peut avoir un chef d'État qui a une vision de respect de la souveraineté d'autres États et qui traite d'égal à égal avec d'autres États, mais que derrière lui, il y a une logique étatico-économique, d'influence, d'hégémonie, de volonté de garder un précaré qui dépasserait même le chef de l'État dans certains cas, comme dans le cas de la France ou dans d'autres pays. D'où le fait qu'un chef de l'État est obligé de composer avec différents groupes de pression qui peut-être, eux, ont d'autres projets pour la région du Maghreb que le chef de l'État français. Deuxièmement, il y a effectivement les fondations, les ONG. Et il s'agit d'ailleurs de creuser un peu la question pour démontrer que quand on parle des fondations, notamment allemandes, puisqu'il y a un think tank allemand qui a été indirectement évoqué par rapport à un rapport qui préconisait le fait de freiner le développement du Maroc pour maintenir un équilibre entre les États dans la région, il faut rappeler aux Marocains que les fondations allemandes ne sont pas des ONG, mais c'est des fondations politiques financées par le ministère de l'Intérieur allemand, par les Länder. Un extrait de ce rapport rapidement, permettez-moi Rachid, je vous coupe. L'ascension du Maroc sur le continent pourrait être qualifiée de presque traumatisante pour l'Algérie, dont l'influence s'est considérablement affaiblie. C'est un extrait du rapport que vous venez d'évoquer sur la question du financement. Tout à fait, qu'il faut freiner le développement du Maroc et que je rappelais que les fondations allemandes sont des fondations financées par le ministère de l'Intérieur, par les Länder, et elles ont tout un ancrage dans un parti politique allemand. Et donc, elles sont l'instrument du soft power d'un État allemand à qui les think tanks suggèrent de freiner le développement du Maroc. Donc on peut voir qu'effectivement, il y a également un réseau d'ONG, entre guillemets, là encore dans le cas allemand, qui œuvrent en faveur des intérêts du Maroc en faisant croire qu'ils œuvrent également dans l'intérêt du Maroc, dans un schéma de partenariat. Il y a Amnesty International également, il y a l'affaire Forbidden Story, qui a été montée de toutes pièces et dont la finalité était de saper la confiance de l'État dans l'appareil sécuritaire marocain. Et le roi a clairement affirmé qu'il n'y a pas de perte de confiance, que l'on comprend très bien que c'est des accusations fallacieuses et qu'il n'y a aucune fissure à l'intérieur du système, une fissure qu'auraient bien voulu les ennemis du Maroc. Et puis deuxièmement, par rapport au changement de doctrine que le roi confirme dans le discours, et ce n'est pas la première fois, il faut l'inscrire, cette rupture, il faut l'inscrire dans une continuité en réalité logique. C'est qu'on a eu une phase de 2000 à 2015 qui était une phase tournée vers l'intérieur, vers l'émergence industrielle, vers le rattrapage économique, vers l'émergence de pôles de compétitivité, vers une intégration plus poussée dans l'économie mondiale, qui a permis à partir de 2015 de servir de base et de point de départ
à une nouvelle diplomatie qui n'en est que la traduction. Car il faut comprendre qu'une diplomatie n'est efficace que quand elle est fondée sur un modèle fonctionnel, un modèle qui est incontournable dans la région, un modèle qui s'inscrit dans un schéma de complémentarité. Et donc, il n'y a pas eu de rupture au sens où les détracteurs le disent, car le roi l'a clairement évoqué en remettant en cause une causalité selon laquelle le Maroc est attaqué par ses partenaires parce qu'il aurait changé de doctrine. Non, cette causalité est erronée, mais le Maroc a effectivement changé, mais ce changement ne s'est exprimé que parce que nos partenaires ont cherché à nouveau à empiéter sur nos intérêts supérieurs, notamment l'intégrité territoriale et d'autres questions. Donc ce changement s'est surtout opéré, Rachid Hachachi, suite à la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara. Ça donnait un coup d'accélération, mais le changement a commencé déjà en 2015 avec le retour à l'Union africaine, puis par la suite avec la volonté d'intégrer la CEDEAO, avec un rapprochement avec un certain nombre de pays arabes au Moyen-Orient, notamment où le roi avait, lors d'une intervention, parlé de complot contre les pays arabes. Donc c'est venu graduellement, mais effectivement, la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara a donné un coup d'accélération, a donné une profondeur stratégique au Maroc, du fait du soutien de certains establishments aux États-Unis, et qui a permis de changer les rapports de force avec nos partenaires européens. On n'arrive toujours pas à intégrer. Oui. Mohamed El-Khoueild, quelle est la résonance de ce nouveau discours royal dans le climat diplomatique actuel ? L'été a été particulièrement agité, tension avec l'Algérie, brouille avec l'Espagne, l'Allemagne, l'affaire Pegasus aussi. Peut-on dire désormais que le Maroc passe de la diplomatie de confiance à la diplomatie de preuve ? Oui, on peut dire ça comme ça. Moi, j'ai quand même plus l'impression qu'on n'a pas de changement du point de vue de la défense des intérêts de la nation. À mon avis, ils ont toujours été défendus. La question principale, c'est de quelle manière on les défend. Et on avait effectivement l'image d'une diplomatie marocaine qui était, on va dire, beaucoup plus accommodante et qui essayait de trouver des solutions de manière diplomatique, donc et pas sur la place publique, en ne posant pas et en n'ayant pas une diplomatie aussi agressive que pouvaient avoir certains pays. Et c'est là où il y a eu un changement, où depuis, et c'est pas récent puisque Rachid l'évoquait, on se souvient tous de la rupture de la coopération judiciaire avec la France sous le président Hollande, qui a duré une année quand même. Oui. Donc où le Maroc a commencé à partir de là à poser des lignes rouges, on va dire. On n'avait pas une diplomatie de lignes rouges. On a maintenant une diplomatie de lignes rouges avec des conséquences dès lors que les lignes rouges sont franchies, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, où même si un certain nombre de lignes rouges étaient franchies, on ne réagissait pas spécialement, et on l'a vu d'ailleurs avec le cas du voisin algérien, puisque quel pays aujourd'hui sur la planète est le plus menaçant vis-à-vis des intérêts supérieurs du royaume, et celui qui les respecte le moins, et avec lequel on est engagé dans une confrontation assez dure. Le Maroc a toujours essayé de faire preuve de compréhension, d'essayer d'atténuer un peu les choses, d'arrondir les angles, on va dire, avec le voisin algérien, et encore récemment. On a vu ce message de Sa Majesté lors de la fête du trône. Donc le Maroc a tout essayé de ce point de vue-là, on va dire, et a constaté qu'avec certaines personnes ou avec certains États, la politique de la main tendue ne fonctionnait pas, et que dans ce cadre-là, il fallait plutôt être dans une politique plus de confrontation, plus directe. Et d'ailleurs, l'exemple algérien est assez intéressant puisqu'on a, du point de vue de la diplomatie marocaine, puisque sur le mois de juillet, on a vu les deux éléments. La main tendue dans le cadre du discours de Sa Majesté le 30 juillet dernier, et ce rappel par l'ambassadeur du Maroc aux Nations Unies vis-à-vis de l'Algérie en disant s'il faut parler de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il faut d'abord faire le ménage chez soi et vérifier ce qu'il en est de par ce rapport à la valeureux question de peuple l'indépendance de la Kabylie, c'est ça. Oui, c'est cet élément-là. Donc, et là, on a eu justement les deux aspects de cette diplomatie. Et à mon avis, ce dernier discours tire les conséquences de ces situations-là en disant bon, désormais, les intérêts supérieurs seront défendus, ont toujours été défendus, mais on va maintenant les défendre avec beaucoup plus de véhémence et d'agressivité quand des lignes rouges sont franchies, à l'instar de ce qui est évoqué et de ce qui se passe avec l'Algérie à l'heure actuelle. Et s'agissant de la France ou de l'Espagne, là plutôt j'y vois un discours d'apaisement,
Au contraire, en se disant, il y a des tensions, il y a des hauts, des bas, c'est comme dans un couple. Mais maintenant, il faut qu'on arrive à avancer et à trouver des solutions satisfaisantes. Oui. Et les solutions satisfaisantes doivent être déterminées d'un commun accord. D'où la main tendue aux deux chefs d'État, espagnols et français, en s'adressant directement à eux, en disant, on peut, et au besoin, trouver les éléments de discussion, les plateformes d'accord. Et d'ailleurs, en rupture avec cette diplomatie un peu agressive, on a rappelé quand même qu'il y avait des discussions qui ont toujours eu lieu et qui se sont tenues, qui se sont poursuivies, malgré le fait que le conflit soit devenu public avec l'Espagne. Donc on a quand même cet élément-là, et ce que j'en lis, ou la manière dont je le perçois, c'est qu'on a un peu clôturé une parenthèse, on l'a fermée maintenant en se disant, on est un pays qui compte, on considère que nos intérêts doivent être respectés, que ce soit par nos partenaires ou par nos adversaires, et que pour le respect de nos intérêts, nous ferons tout ce qui est nécessaire et tout ce qui doit être fait sans aucun tabou et sans aucune limite. Et c'est peut-être ça un peu la nouveauté, c'est cette réaction maintenant plus franche, plus virulente, alors que la diplomatie marocaine, effectivement, nous a habitués à plutôt essayer de régler les problèmes mezza voce, comme diraient nos amis italiens. On se serait relativement rabiboché, réconcilié avec Madrid et Paris. Les choses suivent leur cours d'ailleurs. El País nous a appris, par exemple, c'est pas encore officiel, mais que l'ambassadrice du Maroc reprendrait sous peu ses fonctions à Madrid. Mais restons sur l'Algérie. Rachid Chahachi, quelle posture désormais adopter avec le voisin algérien suite à ce discours? Celle du bâton et de la carotte, un peu ce qu'évoquait Mohamed El-Khoueiz. Nous rappellerons que les Algériens ont rappelé leur ambassadeur. Oui, il paraît qu'il y a des rumeurs selon lesquelles l'Algérie compterait rompre les relations diplomatiques définitivement avec le Maroc. On verra ce qu'il va en être. Et puis, il paraît qu'ils accusent le Maroc d'être à l'origine des incendies en Kabylie. Ça va être un peu la Russie de l'Algérie qui est coupable de tout, du changement climatique et de la disparition des dinosaures. Mais c'est la main tendue, un peu la carotte, mais c'est également une forme de diplomatie offensive avec des parallèles juridiques que l'on peut établir pour les retourner inversement contre l'Algérie par rapport à la question du désir d'autonomie de la Kabylie, pour ne pas parler d'indépendance, car à aucun moment dans le discours de Omar Hilal il n'a été question d'indépendance de la Kabylie, car l'autodétermination est un concept relativement creux. Le droit international ne définit pas de manière claire sur quoi il porte. Est-ce qu'il porte sur l'indépendance, sur l'autonomie, sur le fédéralisme? Est-ce qu'il porte sur le changement de régime ou non? Donc, ça reste à définir en fonction du pays concerné. En l'occurrence, c'est l'Algérie et un territoire à l'intérieur de l'Algérie qui s'appelle la Kabylie. Mais le Maroc a raison de jouer sur les deux tableaux. Parce que quand on a affaire à un régime, en l'occurrence le régime algérien, qui est encore porteur d'un certain nombre de paradigmes totalement anachroniques, hérités de la guerre froide, par rapport à une réalité qui ne s'y prête plus et qui s'enferme dans un aveuglement idéologique, l'unique moyen de le réveiller un peu, c'est également d'affirmer une forme d'agressivité légale et légitime par les voies diplomatiques et par les voies communicationnelles. D'ailleurs, ce que le souverain avait évoqué par rapport également aux régimes occidentaux, qui sont également porteurs d'un regard colonial, d'un regard de tutelle par rapport aux pays de la région, qui serait une périphérie du monde occidental, qu'il s'agirait d'accompagner dans leur développement, et d'ailleurs le roi le dit, pour nous façonner à leur image. Et donc ça va être la démocratie libérale telle que nous la comprenons, ça va être la séparation des pouvoirs telle que nous la comprenons. Alors quand on voit dans la réalité concrète, on voit qu'il y a autant de démocraties libérales différentes que d'États européens. La démocratie allemande avec l'ordolibéralisme, ce n'est pas la démocratie britannique, ce n'est pas la démocratie française, mais nous, on veut penser pour nous et nous donner le modèle à suivre à la lettre avec un plan de route sans que l'on ait notre mot à dire par rapport à la configuration du pouvoir au Maroc et à la réalité marocaine. Donc le Maroc a raison de jouer sur le deux tableaux. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que Mohamed El-Khoueiz a évoqué le changement dans le modus operandi, ou dans la manière avec laquelle on défend les internationaux, car effectivement, il est évident qu'on a toujours défendu nos intérêts nationaux. J'aimerais juste ajouter qu'il y a eu également un glissement de paradigme. C'est que quand même, pendant très longtemps, on était enfermé dans un multilatéralisme qui n'a pas porté ses fruits. C'est-à-dire le droit international, l'ONU, et on voit que l'affaire traîne, qu'il y a le droit de veto d'un certain nombre de pays qui peut empêcher toute avancée malgré tous les efforts consentis par le Maroc, et que le Maroc a quand même acté qu'il y a eu un changement depuis quand même une décennie ou deux, c'est que le bilatéralisme est en train de revenir et de challenger le multilatéralisme, et que sans quitter le multilatéralisme, le Maroc a investi
le bilatéralisme. Qui est la tendance de fond. Et ça a porté ses fruits avec les États-Unis, avec Israël, avec un certain nombre de pays, et que le Maroc désormais jouera sur les deux tableaux. Peut-être avant de clore le débat, une réaction en interne, celle du chef du gouvernement, Saadine Ledjmani. Le Maroc n'acceptera jamais qu'on lui dicte la voie à suivre. Et évidemment, il a commandé en longueur le discours royal. Donc, vu qu'on est en pleine campagne électorale, je suis obligée de vous poser cette question. De quelle manière ce discours, Mohamed El Khouer, pourrait profiter à notre classe politique à la veille donc des législatives qui ont, hélas, si peu suscité d'intérêt? Autrement dit, est-ce qu'ils vont parvenir à surfer sur la vague? Si oui, comment? Ça me paraît très difficile de pouvoir... articuler l'un et l'autre, en sachant que nos élections législatives n'ont que peu à voir avec la politique étrangère et la diplomatie qui relève du domaine réservé du chef de l'État. Donc, je pense que c'est peut-être un moyen pour certains partis d'essayer d'exister en se positionnant et en se faisant l'écho des positions prises. Mais la détermination de cette politique se fait pas à ce niveau-là. Et effectivement, l'élément fort, et je crois que Rachid l'a bien évoqué, c'est cette question du bilatéralisme justement que le Maroc a décidé de pousser et de développer, et en jouant sur ou parfois même du trilatéralisme, puisque dans la question de l'executive order de Donald Trump sur les provinces du Sud, c'était une relation trilatérale entre le Maroc, l'État d'Israël et les États-Unis d'Amérique. Donc on a là un élément effectivement très important, et cette rupture-là est peut-être la plus significative, c'est cet élément d'aller voir sur du bilatéral et de jouer sur les liens entre les uns et les autres pour pouvoir faire avancer un sujet qui sinon prendrait beaucoup trop de temps à être mis en place au niveau multilatéral, puisque c'est effectivement très difficile, que ce soit au sein de l'Union africaine ou ailleurs, d'arriver à obtenir cette reconnaissance. Mais on voit que les choses ont bougé, et pour preuve aussi le retour d'Israël comme observateur au sein de l'Union africaine, qui s'est fait justement peu après cette normalisation, qui est un jalon supplémentaire qui montre que ce bilatéralisme effectivement semble donner rapidement des fruits que le multilatéralisme n'a pas donné pendant très longtemps. Rachid Hachachi, un dernier mot. Juste rapidement, par rapport à que peut faire un gouvernement dans le cadre de la nouvelle doctrine. Et l'ensemble de notre classe politique, Rachid Hachachi, est-ce qu'elle pourrait être une force de proposition sur ce terrain-là? Tout à fait, ils peuvent. Enfin, ils n'ont qu'à créer des think tanks, produire des rapports, mutualiser les compétences et d'accompagner l'État marocain dans ces changements. Mais il y a encore davantage à faire. Par exemple, un gouvernement peut être également le relais de cette diplomatie en interne, déjà en demandant à ses ministres, notamment ministres des Affaires étrangères, de communiquer un peu plus avec la population marocaine pour clarifier et expliquer quels sont ces changements qui sont en train d'avoir lieu, le fondement de des décisions, par exemple le fait de rompre les liens institutionnels avec l'ambassade de l'Allemagne et les fondations. Il faut expliquer aux gens pourquoi. Tout le monde n'a pas les moyens d'aller chercher sur Internet et de voir et de croiser les données, mais également de parler aux médias marocains. On voit quand même que le ministre des Affaires étrangères n'a pas de problème à aller parler à des médias étrangers, mais que les médias marocains, globalement, sauf quelques exceptions, passent à la trappe, et que c'est le rôle du gouvernement également de recadrer ces ministres ou de leur demander gentiment, de faire ce travail-là, car les Marocains soutiennent l'État par patriotisme spontané, mais je trouve qu'un patriotisme intelligent... Mais là, du coup, je suis tentée de vous poser la question, est-ce que les Marocains s'intéressent à la diplomatie? Ah bah oui, et comment? On a vu quand même qu'il y a un engouement par rapport aux nouvelles positions du Maroc, il y a un sentiment de fierté partagée, que pour une fois, depuis longtemps, s'affirme à l'échelle régionale et à l'échelle même dans une certaine mesure internationale, mais que je pars de l'idée qu'un patriotisme intelligent est quand même plus intéressant qu'un patriotisme spontané, et que pour bâtir un patriotisme intelligent, faut donner aux gens les moyens et les clés de lecture et les grilles de lecture pour interpréter et comprendre les fondements des décisions du Maroc. Donc là, ça relève du gouvernement, et ça n'empiète pas sur les prérogatives royales. Au contraire, ça les complète et ça permet de leur donner une plus grande légitimité à travers une base populaire qui soutient intelligemment les positions du Maroc. Et il est 8h30, n'ose pas aborder.